Et merci d'être encore nombreux à regarder cette autre édition de la revue des Grandes Unes. C'est la première de la semaine. Avant de donner la parole aux invités, nous faisons un tour dans les kiosques. La nouvelle expression reparle à nouveau de l'affaire Kamwata. Le directeur général défie le président du conseil d'administration et le premier ministre. C'est le grand titre du journal. Donc il a foulé au pied une décision du PCA et du premier ministre donc en procédant à l'installation d'un nouveau directeur du patrimoine. C'est un véritable bras de fer que l'on observe donc dans cette institution étatique. À découvrir également on parle de peine de mort, la situation ambiguë du Cameroun, un sujet préoccupant dans un pays où des positions de certaines lois contredisent d'ailleurs la Constitution. C'est à découvrir en page 2. Et on parle aussi des Lions indomptables. Brassard cherche preneur depuis 2 regroupements. Le sélectionneur national fait donc balader le brassard à différents candidats. C'est à lire en page 10 de ce numéro, la nouvelle expression de ce matin. Le messager qui est dans les kiosques s'intéresse à rebondissement par les revendications avec la anglophone. C'est d'ailleurs le grand titre aussi au centre de ce mouvement d'humeur, l'inexistence de la version anglaise des actes uniformes, l'OADA, etc. Donc à lire en page 2 du journal qui parle aussi d'insécurité. 4 personnes enlevées à l'est Cameroun. Parmi les otages, l'ex-maire de la commune de Ouli dans l'arrondissement de Mbotoro. Et à page 3 du journal aussi qui s'intéresse en même temps à l'évacuation sanitaire préfectorale. Joseph Otto Wilson évacué en France. Le gouverneur du centre était donc annoncé malade depuis plusieurs mois. C'est en page 3 de ce numéro. Et puis le journal Le Jour qui est disponible s'intéresse à un colloque sur Chantal Biya qui divise bien sûr l'opinion. C'est le grand titre du journal placé sous le patronage du premier ministre. Et bien sûr, il vise donc à débattre sur l'action sociale de l'épouse du chef de l'État. Des réactions sont à découvrir. On parle notamment de la lettre ouverte d'Alain Foguet au chef du gouvernement. Document à lire de la page 2 à la page 8 de ce numéro. Le même journal qui s'intéresse également à l'économie, lui, Paul Moutazé, fait savoir que grâce au projet structurant, notre taux de croissance est passé de 2 à 6%. C'est à découvrir en page 6 du journal disponible également ce matin. L'œil du Sahel qui est dans les kiosques s'intéresse à Boko Haram qui attaque la brigade de gendarmerie avec notamment un gendarme tué et plusieurs autres blessés. 2 postes de l'armée ciblés en l'espace d'une semaine dans la zone. C'est à lire en page 3. En même temps, on parle d'opération épervier vers une révision du procès contre Yves-Michel Fosso. C'est une question que se pose le journal. C'est ce que laisse entrevoir donc les informations contenues dans le récent livre de Chanda Toné, en tout cas, qui est également un politique et bien entendu analyste et observateur des élections à découvrir dans le même journal en page 4. Le journal Kalara qui est disponible s'intéresse bien sûr à l'affaire des comptes bancaires à l'étranger, relancé par la justice, la présidence de la République dans le coup. La NIF vient de relancer donc le rapport d'O'Collins, les instructions de Laurent Esso, le ministre de la Justice, à Tangadame Baba, au Ndondon, Nguiniefa et autres en tout cas, toujours dans le viseur du tribunal criminel spécial. C'est à lire en page 5 du journal ce matin. Le journal parle également de l'insolite. Il exige 10 millions pour oublier l'infidélité de madame. C'est à découvrir en page 9. C'est une insolite en tout cas à découvrir, à lire aussi dans le journal de ce matin. À Douala, un gendarme dans un gang de braqueurs. Il a été donc interpellé par une patrouille de la police judiciaire. C'est à lire en page 10 du journal Kalara, disponible. La météo qui est dans les kiosques s'intéresse à Genève avec Paul Biya qui défie les agitateurs. Le chef de l'État n'a point cédé donc à l'injonction des imposteurs du code qui exigent son retour immédiat à Yaoundé. La liste de leurs sponsors qui se recrutent d'ailleurs parmi les leaders politiques, les hommes d'affaires désormais connus. Et la liste est entre les mains du chef de l'État selon le journal. C'est à lire en page 4. Le même journal s'intéresse aussi aux actions des communes villes unies du Cameroun, notamment dans la Damawa avec le président régional Aboubakar qui fait savoir que les attentes sont d'ailleurs comblées. Donc il n'y a plus droit à l'erreur. Le travail sera fait et chaque maire va assurer bien sûr la bonne marche des activités dans sa circonscription et aussi assurer également la sécurité et bien sûr la bonne vie des populations. C'est ce qu'on lit dans le journal. L'anecdote qui est disponible pour terminer cette première partie parle de l'affaire Banque Atlantique et SCT avec un mandat d'arrêt international contre
Simi Meigné, c'est à lire en page 3. Le même journal qui parle aussi d'importation de carburant. Les manœuvres suisses dévoilées en page 4 de ce numéro. Voilà du moins ce que la presse nous propose. D'autres sujets sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Avec nos invités sur ce plateau, Claude Cambroy, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox qui nous suivent en ce moment. Merci d'être avec nous ce lundi, c'est le premier jour de la semaine. Thierry Niapé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Je profite de votre tribune pour attirer l'attention de la communauté urbaine de Douala, notamment le délégué du gouvernement, parce que ces derniers jours, il ne fait pas très bon vivre au marché central de Douala. Les boutiques Inès, même au niveau des emprises, alors que depuis que le marché central a brûlé, on avait donné moins d'1 an, mais depuis pratiquement 6 ans, on attend et on attend. La situation commence à être invivable de ce côté. Alors, vous voulez nous faire savoir que les espaces sont bradés de ce côté-là par la communauté urbaine et ça crée donc de l'embouteillage au niveau de ce marché, en tout cas embouteillage au niveau de la construction, parce que ce sont des édifices en tout cas qui ne permettent plus bien sûr aux commerçants d'y accéder aussi facilement, donc ça fait problème. Alors, la presse nous propose d'autres sujets, mais celui-là sera suivi de toute façon, ne vous en faites pas. Alors, on parle bien sûr de sujets avec l'interpellation, tout au moins un mandat d'arrêt qui a été lancé contre Simi Meigné. C'est un second mandat. En réalité, l'affaire ne fait pas grand bruit dans le landerneau politique camerounais, mais toujours est-il que des sources bien informées, au-delà de ce que l'anecdote publie, nous ont laissé croire justement que Simi Meigné ou Lazare ou Emmanuel, c'est selon, ferait effectivement l'objet d'un mandat d'arrêt. N'oublions pas quand même qu'il était sorti du Cameroun sous forme d'évacuation sanitaire parce qu'il présentait de graves risques par rapport à sa survie. On a fini par comprendre que c'était un complot entre moins de mois après, la santé. On nous a fait savoir justement qu'il poursuivait sereinement sa vie du côté des États-Unis et qu'il s'était même permis de recevoir une délégation conduite par le ministre des Finances du côté de Washington, une situation qui a suffisamment courroucé les membres du gouvernement alors il y avait une procédure judiciaire qui avait été lancée contre sa personne, vivement qu'il revienne au Cameroun répondre des délits qui lui sont reprochés. Alors l'anecdote qui parle de l'affaire de ce mandat d'arrêt, qui n'est pas le premier du genre, parce qu'on a déjà entendu parler de mandat d'arrêt contre Simi Meigné, un premier mandat d'arrêt qui n'a pas abouti, le délai annoncé qui est arrivé à terme, des semaines après, on n'a plus évoqué, et cette fois on reparle, et cette fois on apprend que c'est le chef de l'État qui a autorisé cet autre mandat. Tout à fait, comme pour dire que c'est un feuilleton à rebondissement, l'affaire de Banque Atlantique et de SCT n'est pas encore close et c'est en train de prendre une autre tournure. Vivement que le mandat d'arrêt qui a été lancé à l'endroit de M. Simi Meigné, qu'il soit véritablement suivi par ceux qui ont la charge de faire exécuter ces ordres qui, comme la presse nous l'apprend, c'est le chef de l'État en personne qui a demandé que ce mandat international soit lancé contre M. Simi Meigné. Et vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois, tout ce qu'on peut dire, just wait and see. Alors, c'est un travail qui est fait par les fins limiers, en tout cas, de la police et de sécurité au Cameroun. Si jamais ce mandat d'arrêt, une expression qui n'est pas très connue, en tout cas, qui n'est pas utilisée au niveau de la loi camerounaise, mais on apprend que quand même, le commun des mortels l'utilise pour faire plaisir à certaines personnes aussi. Alors, c'est donc à lire dans le journal l'anecdote de ce matin. Et on apprend également, on parle de revendications, une grève annoncée des avocats anglophones au centre de ce mouvement d'humeur, l'inexistence de la version anglaise, donc des actes uniformes de l'OADA. C'est un long processus parce que c'est parti depuis le mois le 1er octobre, qui date à laquelle était prévue la conférence de presse annoncée par le collectif des avocats anglophones. Tout à fait, il fallait s'y attendre depuis l'interdiction de la réunion sur laquelle les avocats d'obédience anglophone devaient tabler. Vous savez, depuis un certain temps, ils réclament l'harmonisation, c'est-à-dire les traités OADA doivent avoir sa version francophone, donc sa version anglaise. Donc ils ont voulu se réunir dans un hôtel de la place, malheureusement c'était un 1er octobre, une date qui prête un peu à confusion quand on se souvient que c'est une date à laquelle les éléments du SCNC
s'active souvent. Peut-être que, comme on le dit souvent chez nous, vous avez ramassé le caillou, l'oiseau a vu. Comme pour dire que le sous-préfet de Douala premier, qui manifestement avait donné, ou alors la déclaration qui avait été introduite par Maître Aben, connaissait déjà un aboutissement heureux, que l'hôtel signifie à cet avocat que la manifestation n'a pas été autorisée et pour motif, on dit insuffisance de déclaration. Ça fait que la manifestation ayant été interdite, ce n'était que partie remise et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les anglophones, les avocats de la communauté anglophone sont en train de vouloir lancer un mouvement de grève dès demain, 11 octobre, qui va s'étaler jusqu'au vendredi. Et manifestement, demain, tous les avocats vont se mobiliser pour la circonstance. En tout cas, tout pourrait s'arranger d'ici à demain, on ne sait jamais. On sait ce qui est capable d'être fait au Cameroun. Alors, mais les avocats estiment qu'ils ont été humiliés de toute façon en organisant une conférence juste pour harmoniser ce système OHADA et un jour avant on annonce, on autorise donc la manifestation et un jour après et c'est plutôt le responsable de l'hôtel qui avait reçu le courrier et qui leur dit bon écoutez demain il n'y aura plus conférence. Oui, c'est également une manière pour ces avocats de monter au créneau pour démontrer effectivement qu'ils représentent une force. N'oublions pas que le droit des affaires en Afrique est suffisamment important et pour l'instant il n'existe que la version française de ce document extrêmement important dans la négociation même en matière d'affaires. N'oublions pas que beaucoup d'entreprises sont au tribunal ces derniers jours, simplement de fait des filouteries entre actionnaires, du fait des filouteries entre entreprises et entreprises et les anglophones n'ont pas toujours la capacité ou la chance d'avoir un code, des éléments qui leur permettent justement de lire véritablement le droit. Donc, ils ont voulu, à travers cette manifestation-là, reposer le problème, parce que le problème avait été posé d'abord auprès du bâtonnier, Maître Nyekamga, qui a écrit au ministre de la Justice, Laurent Esso, pour demander effectivement que le document qui avait même déjà été traduit soit mis à la disposition des avocats anglophones. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Ils ont même voulu saisir le prétexte de la célébration du 1er octobre, qui, il faut le dire, est la date de la réunification du Cameroun, pour interpeller les consciences justement à ce niveau. Malheureusement, il se trouve que cette date, comme le disait Claudel, ne sonne pas bien dans les oreilles des administrateurs qui restent quelque peu frileux, alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en fait, au-delà même de l'harmonisation des statuts de l'OHADA, il y a le problème anglophone qui s'oppose. N'ayons pas peur de le dire, parce que faites un tour du côté de Limbe, faites un tour du côté de Bouyaou, du côté même de Bamenda, ces parties du pays sont quelque peu marginalisées. Tout se passe comme si elles sont coupées du reste du monde. Il faut justement interpeller la gouvernance au Cameroun, et c'est à ce niveau que le problème anglophone devrait se situer au-delà de l'uniformisation des actes uniformes OHADA. Alors, certains estiment que c'était plutôt un marché de dupes en ce 1er octobre-là. Donc, il fallait peut-être revoir ces accords qui avaient été signés à l'époque. Donc, c'est à lire dans le journal, Le Messager de ce matin, qui annonce donc que les avocats vont faire grève dès demain, les avocats anglophones notamment, parce qu'ils revendiquent, qu'ils veulent que l'uniforme OHADA soit donc en version anglaise, parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser certaines directives de cette forme de loi. De toute façon, c'est à lire en page 2 du journal Le Messager. Alors, autre mouvement également que l'on observe, c'est à la Kamwata, où le directeur général qui défie le président du conseil d'administration et bien sûr le Premier ministre. Donc une décision du PCA, bien sûr, du Premier ministre, qui en procédant notamment à l'installation du directeur du patrimoine, que lui-même a choisi, et alors qu'il y a le premier qui était là, et on lui a demandé de surseoir à toute forme de décision et attendre que la hiérarchie, c'est-à-dire le Premier ministère, puisse trouver une solution à tous ces désordres qui est observé.
Oui, c'est une situation embarrassante, hein. C'est d'autant plus que, vous vous souvenez, le directeur général de Kamwata, M. Alphonse Akoa, avait suspendu de leur fonction le directeur administratif et financier, puis le directeur du patrimoine. Et il y a M. Jérôme Obiota, étant le PCA, qui était monté au créneau pour dire que c'était une décision qui relevait de la compétence du conseil d'administration. Alors, mais maintenant, le directeur général de Kamwata, qui est un administrateur civil hors hiérarchie, moi, je pense qu'il a certaines bonnes raisons pour lesquelles il s'entête, et que ce soit une affaire juridique, hein, sur lesquelles les différents responsables doivent se pencher pour savoir qui doit avoir raison ou qui ne doit pas avoir raison. C'est d'autant plus que je pense que le fait qu'il ait nommé des personnes intérimaires, est-ce à dire que ce sont des personnes qui seront confirmées, ou alors il a le pouvoir de nommer les gens? Il y a un problème de sémantique à ce niveau-là. Toujours est-il que je pense que le président du conseil de l'administration va remonter au créneau pour que les choses soient remises dans leur bon sens. Très bien, c'est donc la nouvelle expression qui nous propose ce sujet ce matin, et voit un peu, qui allait fouiller en tout cas, et nous raconte ce qui se passe clairement au sein donc de l'administration de la Kamwata, avec ce climat d'électeurs qui règne, le directeur général qui défie le PCA et bien sûr le Premier ministre. Ce sont des éléments qui sont contenus dans le journal ce matin. Alors, on va trouver autre chose. Également la presse qui s'intéresse, notamment le quotidien Le Jour, qui parle d'un colloque sur Chantal Biya, qui divise l'opinion aujourd'hui, parce que même les intellectuels essaient d'écrire. Il y a d'ailleurs la lettre ouverte de Alain Foguet au chef du gouvernement sur cette affaire. Certains estiment qu'une action sociale de l'épouse du chef de l'État, un colloque pour recenser les œuvres de l'épouse du chef de l'État, vraiment c'est un peu comme de la poudre aux yeux. Oui, le colloque, le thème est, je crois, droits fondamentaux et politiques sous le prisme de l'action sociale de la première dame du Cameroun. Mais avant que de parler de ça, je veux juste dire un mot sur ce qui se passe du côté de la Kamwata. En réalité, il s'agit d'une guerre de réseau, parce qu'en réalité, le directeur général n'a aucune capacité, ne devrait pas faire ce qui est en train de se passer. Il s'agit véritablement d'un gros bras de fer, et le Premier ministre doit sanctionner le contrevenant, parce que c'est au conseil d'administration de démettre un directeur et non au directeur général, fût-il par intérim. Il faut noter que les intérimaires cumulent actuellement leurs fonctions à ce niveau. Mais peut-être on reviendra. Pour parler justement de ce colloque, il faut dire que... En tout cas, le sujet dans la nouvelle expression pour nos lecteurs qui vont d'ailleurs aller dans les kiosques ce matin. Voilà, pour parler de ce colloque qui est très important, il faut dire que l'action de la première dame du Cameroun mérite quand même que l'on s'y intéresse, que l'on s'y penche, parce que les œuvres de la première dame du Cameroun sont extrêmement importantes. Tout le monde a vu ce qui se fait au niveau des écoles, ce qui se fait au niveau des hôpitaux, donc, et même au niveau de la lutte contre la pandémie du siècle, le sida. Donc, les actions de la première dame sont extrêmement importantes. N'oublions pas que le diplôme, le doctorat honoris causa qu'on va donner à la première dame va également lui donner des obligations, notamment venir en soutien à l'université de Yaoundé 2 qui va lui décerner ce diplôme à l'issue de ce colloque-là. C'est vrai quand même que cela fait des vagues, parce qu'au-delà de cela, n'oublions pas que depuis 1981, on attend encore le Conseil national de l'enseignement supérieur qui tarde à être mis en branle, alors que les universitaires sont là, alors qu'il y a d'autres sujets, notamment sur la mort, sur les accidents cardiovasculaires, comme ce qu'on a eu ces derniers temps, qui méritent effectivement de faire l'objet de toute une étude, avec les cas des évacuations sanitaires qu'on a reçues au quotidien. Est-ce que le plateau technique camerounais sanitaire est suffisamment relevé pour soigner ou pas au Cameroun? Voilà des débats intellectuels qui méritent d'être posés sur la table de ces intellectuels-là, mais ils ont choisi l'action de la première dame, qui, il faut le souligner, mérite également que l'on s'y penche. Alors, c'est donc le Temple du Savoir qui va accueillir ce colloque, et là, certains intellectuels estiment que ce n'est pas scientifique, donc inutile d'aller organiser une rencontre comme celle-là de ce côté. Non, mais il est évident que les opinions soient partagées sur cette question, et c'est même ça, le débat intellectuel ne fait jamais l'unanimité. On apporte des contributions intellectuelles, et vous allez voir, tous ceux qui ont intervenu dans le jeu, ce sont les intellectuels de haut rang, et puis chacun, c'est en fonction du discours que ses oreilles veulent entendre.
Vous comprenez? En fonction du discours que ses oreilles veulent entendre, il voudrait qu'on prononce, qu'on aille en droite ligne de ce que ses oreilles veulent entendre. Mais toujours est-il qu'une œuvre de la Première Dame, l'œuvre de la Première Dame mérite qu'on s'y attarde un temps soit peu et que ce soit un débat intellectuel. C'est-à-dire au-delà des questions politiques, ça mérite véritablement une analyse sociétale, que les sociologues s'y intéressent, que les intellectuels. Vous allez voir là-dedans, quand Mathias Onangini fait des déclarations, on veut transposer le débat, alors qu'il y a lieu de pérorer sur cette question de ce colloque qui est annoncé au mois de novembre. Et vous allez voir, ça ne fera jamais l'unanimité. Les uns auront leur position, malheureusement ils seront cramponnés sur leur position et il sera difficile de faire l'unanimité. Mais toujours est-il que le débat intellectuel, ça vaut la peine de le mener et que chacun y vienne avec sa contribution et voir dans quelle mesure on peut trouver un juste milieu pour dire des choses pertinentes et chercher à comprendre. Parce qu'on fait l'analyse sociale, on cherche à comprendre les phénomènes de société, l'intérêt des actions et puis qu'on sache si c'est important qu'une première dame pose des actions sociales comme elle est en train de le faire. À mon humble avis, je crois qu'il n'y a pas de mal à cela qu'on s'intéresse à... Alors, donc c'est le quotidien Le Jour qui consacre plusieurs pages sur le colloque de Chantal Biya, en tout cas un colloque sur Chantal Biya qui divise l'opinion aujourd'hui. Les avis sont partagés, c'est à découvrir de la page 2 à la page 8 de ce journal. Un mot pour sortir, bien entendu, ou alors avant de sortir, on va parler de la préfectorale. Joseph Otto Wilson a évacué en France. Le gouverneur du centre était annoncé malade depuis plusieurs mois. Il y a donc une autre affaire d'évacuation sanitaire. Et lorsqu'on sait que certains ont estimé ou annoncé que c'était une affaire des élites, faites élite pour bénéficier d'une évacuation sanitaire. Bon, cela dépend du prisme sur lequel on se trouve. N'oublions pas que le gouverneur Otto Wilson jouit quand même des fonctions qui lui permettent de souscrire à une assurance maladie qui lui permettent une évacuation sanitaire. Mais toujours est-il que cela remet au goût du jour le sempiternel problème de notre plateau technique, du plateau technique dans nos hôpitaux. Vivement que ces personnalités-là fassent des efforts pour que le Camerounais lambda, qui ne peut pas se faire évacuer, soit soigné dans des conditions optimales. Alors, vous avez évoqué le cas des assurances. On sait que ce n'est pas tout le monde qui peut souscrire à une police d'assurance, maladie ou alors santé. Ça devient également un problème dans notre pays aussi avec ce qu'on sait comme tournure très difficile au niveau des assurances. Vous souscrivez à une police d'assurance et maintenant, pour payer, ça devient une autre paire de manches. Bien évidemment, c'est ce qu'on vit au quotidien. Moi, je voulais plutôt évoquer le fait que voyez, le messager présente l'information conditionnelle. Et c'est pas bien dans ce sens qu'il faut faire la communication préventive. Vous connaissez les dérives des réseaux sociaux aujourd'hui, de peur que le citizen journalisme ne prenne le pas sur peut-être une information. Il y a un ministère de tutelle qui est là, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui a une cellule de communication qui peut monter au créneau et parler de cette information sans que ça ne soit, qu'on le dise au conditionnel comme c'est présenté dans le journal Le Messager ce matin. Très bien. Alors, donc c'est le messager qui nous l'apprend, parlant de la préfectorale. Joseph Otto Wilson, évacué en France, en page 3 du journal. Bien d'autres sujets sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques. Messieurs, merci, bon retour à vos différentes rédactions. À vous également, chers téléspectateurs, il nous reste à faire une seule chose, aller dans les kiosques et faire nourrir les journaux. Merci, bonne journée à tous, au revoir.